Dans cette Grèce antique qui nous aurait transmis la démocratie, enfin surtout pour les hommes, je vous propose de partir à la rencontre de leur roi des dieux pour voir ce qu'il a pu tout autant nous transmettre. Zeus est le fils de Cronos, un titan, et toutes les études sont d'accord sur le fait que l'avènement des divinités de l'Olympe représente un nouveau monde de pensée, une conception du monde, une perception complètement différente. Et donc, en observant la figure de Zeus, de quelle conception du monde avons-nous aussi hérité? Nous avons hérité de l'idée que le féminin, la fille et la femme deviennent la propriété des hommes comme des objets. Alors la première dégradation de la condition féminine apparaît très clairement dans une petite histoire au moment de la construction d'Athènes, lorsque les Athéniens et les Athéniennes se réunirent pour décider quelle divinité serait protectrice de la cité. Les hommes voulaient un cheval qui avait été offert par Poséidon et les femmes souhaitaient Athéna. Et comme elles ont gagné d'une voix, les hommes ont dû accepter, mais ils ont émis des conditions. Et ces trois conditions sont que les femmes ne soient plus considérées comme des Athéniennes, qu'elles n'aient plus le droit de vote et que les enfants ne porteraient désormais plus le nom de leur mère, c'est-à-dire on rentre dans la filiation du pater familias. Donc on voit ici la dégradation qui s'installe tout de suite de la femme par rapport à l'homme dans la société grecque dont nous avons hérité. Ensuite, il y a deux petits schémas mythologiques qui vont nous donner beaucoup d'indications et qui concernent le rapport entre Héra et Zeus. Héra est la femme légitime donc de ce dieu Zeus et c'est très compliqué parce qu'ils passent leur temps à se chamailler et à s'engueuler parce qu'Héra, elle en a souvent ras-le-bol de son mari qui est un véritable fornicateur et elle va essayer par deux fois de le rendre inoffensif. La première fois, elle va désirer le ligoter avec des lanières de cuir et pour ce faire, elle va demander de l'aide à Athéna, à Apollon et à Poséidon, mais comme Zeus est quand même un dieu qui a beaucoup de puissance, il va réussir à se délier et il va avoir une colère de Zeus sans jamais se poser de questions sur quelle connerie il peut avoir faite pour générer tant de courroux. Et il va à son tour attacher Héra et Athéna avec des liens de cuir et il va envoyer les deux garçons, Poséidon et Apollon, construire un mur dans la ville de Troie. Donc ici, on voit bien les mécanismes qui sont en train de se mettre en place et qui s'accentuent, c'est-à-dire que les liens de cuir, c'est les liens du mariage, mais du mariage légitime, patriarcal qui ici, on voit bien Héra qui voudrait bien que ces liens du mariage ils s'appliquent à elle parce qu'elle elle ne profite absolument pas des plaisirs de la vie. Donc elle aimerait bien que ce soit la même chose pour Zeus, mais elle n'y arrive pas. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est à la ligoter encore plus, à ligoter et sa femme et sa fille qui n'ont plus aucune possibilité de mouvement, c'est-à-dire possibilité de choisir pour elles-mêmes. Quant aux garçons, il les envoie construire un mur, c'est-à-dire qu'il rend ce masculin déjà rigide encore plus rigide par cette symbolique du mur qui est aussi un élément qui sépare encore plus. Donc ça, c'est pas très sympa. Et la deuxième histoire est peut-être encore pire. Encore une fois, Héra, elle pète un câble en quelque sorte et elle voudrait s'en prendre à Héraclès, qui est le champion des champions du patriarcat. Donc pour pouvoir s'en prendre à Héraclès, il faut qu'elle endorme Zeus, parce que sinon il va venir soutenir son héros. Donc elle essaie de l'endormir, mais ça ne marche pas mieux que la première fois. Et Zeus, encore une fois, va piquer une grosse colère et cette fois-ci, il va l'attacher donc avec des chaînes par les mains et il va accrocher des enclumes à ses chevilles. Donc on peut imaginer dans quel état se trouve Héra une fois les mains attachées et les pieds avec ces enclumes qui pendent au bout. Et donc ça c'est terrible et ça nous montre l'état de ce féminin légitime dans la conception du monde du patriarcat qui ne peut absolument pas utiliser ses mains
C'est-à-dire il ne peut pas toucher, il ne peut pas prendre et il ne peut pas faire, il ne peut rien faire avec ses mains et avec ses pieds aux enclumes, il est complètement immobilisé cette fois-ci et on conçoit bien que cette immobilisation se fasse dans la douleur parce que ça doit être assez douloureux d'avoir des enclumes accrochées aux pieds. Donc voilà de quoi nous semblons avoir hérité et si nous regardons la condition des femmes depuis l'avènement de ce patriarcat, ça ressemble quand même tout à fait à ça, avec ces femmes qui, encore au 19e et même début du 20e, ne pouvaient pas avoir de travail sans l'autorisation de leur mari, donc les mains attachées, et qui n'ont pu avoir un compte en banque à leur nom qu'à partir de 1965. Donc on a bien hérité de pas mal de choses des Grecs. Donc ce système de pensée patriarcale a institutionnalisé le mariage légitime, le mariage de raison, qui fait passer la fille d'eux à l'épouse d'eux pour faire des fils légitimes qui vont continuer la lignée. Et ça se passera bien pour ce féminin-là tant qu'il va rester bobonne à la maison. Ce qui n'est pas le cas d'Héra parce qu'elle va elle va essayer de se rebeller. C'est une déesse rebelle qui va essayer de s'extraire de ce système dans lequel elle est engluée. En ce qui concerne tout le reste du féminin, tous les autres féminins, ça va devenir des objets de plaisir. C'est-à-dire que là, le masculin va pouvoir en profiter pour satisfaire son propre plaisir sans aucun état d'âme. Donc dans ces cas-là, on parle de séduction et on parle des histoires d'amour de Zeus. Mais je ne sais pas comment on peut appeler ça de la séduction et comment on peut appeler ça des histoires d'amour, parce que Zeus, une fois qu'il aura eu ce qu'il voulait, il se barre en fait. Hein. C'est très rare qu'il intervient après l'histoire. Hein. Il se barre et c'est un peu comme s'il disait maintenant débrouille-toi avec ma femme, puisque souvent Héra va intervenir derrière avec sa terrible jalousie. Donc nous, dans notre cadre de référence, nous allons parler de Don Juan, de séducteur. En réalité, c'est complètement un agresseur. Hein, donc c'est pas du tout la même chose. Et je sais pas, moi j'ai compté à peu près 53 proies à Zeus, mais j'imagine que il y en a pas mal qui m'ont échappé parmi celles que j'ai identifiées. Donc il y a Leto, Métis, Thémis, Europe, Eurynomée, Mnémosyne, Dionée, Maïa, Tétis, Sémélé, etc. Donc on voit ce système qui se met en place, hein, qui enferme les femmes dans un système de bobonne à la maison, c'est-à-dire avec ses mains attachées et ses enclumes aux pieds, qui n'a aucun un choix par rapport à elle-même, et puis ce masculin qui à côté va se permettre tout ce qui lui fait plaisir sans aucun état d'âme. C'est quelque chose que l'on connaît bien dans nos sociétés. C'est quelque chose qu'on a rencontré régulièrement dans l'histoire humaine depuis quelques 2000 ans. Avec notre système de pensée, nous allons dire que mais elles étaient bien d'accord, ces femmes. Elles ont été séduites par la puissance et le pouvoir du Dieu, parce que nous savons bien que les femmes n'aiment que le pouvoir chez les hommes. Or, en fait, si on regarde bien le mythe, Zeus, il se présente pas tel qu'il est, il se présente pas dans sa réalité pour approcher ces femmes. Il va se déguiser très souvent et il va se déguiser en éléments dont les femmes ne vont pas se méfier. Par exemple, en aigle, en taureau blanc, en cheval, en fourmi, en cygne, en satyre, en pluie d'or, en nuage et même en Artémis, c'est-à-dire qu'il se déguise en sa propre fille. Donc il ne montre pas la réalité de ce qu'il est, il va montrer que des parties qui peuvent être très séduisantes. Hein. Par exemple, quand il se déguise en aigle, il ne montre que sa capacité de discernement, c'est-à-dire quelque part son intelligence. C'est le féminin qui va être séduit par l'intelligence d'un masculin. Et donc elles ne vont pas se méfier, elles vont le laisser approcher et du coup il va pouvoir abuser d'elle. Et une fois que ce sera fait, il va se barrer. Donc Zeus, c'est le roi de l'entourloupe, c'est le dieu de l'entourloupe et de la manipulation.
C'est une conception de la relation qui nous donne le droit d'entourlouper, de manipuler l'autre pour obtenir de lui quelque chose qu'il ne nous aurait pas donné si nous avions été vrais, si nous avions été vraiment nous-mêmes. Autre héritage, si nous nous fions aux images mythiques, ça va être l'instigation, l'imagination et la création de l'idée de la guerre. Parce que Zeus, il va concevoir la déesse Athéna, qui est donc la déesse protectrice de la ville d'Athènes, mais ça va être une grande représentante de la guerre stratégique, entre autres. Et c'est assez intéressant de connaître la naissance d'Athéna, parce qu'au départ, hein, il va avoir un fils, or on lui a dit que ce fils voudrait prendre sa place. Donc ça, Zeus, il n'a pas envie, hein, c'est un Sénex qui ne veut pas laisser sa place, hein. Donc il va avaler cet enfant, il va le digérer, c'est-à-dire le transformer en fille, et ça c'est tout bénef pour Zeus, puisque une fille dans son système de pensée, ça ne peut pas lui ravir son trône. Donc là, il est tranquille, mais cette fille, ça va être une fille qui va être investigatrice de la guerre stratégique, hein. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est aussi le père de Arès, hein, qui veut dire fléau, ruine, malédiction, père entre autres de la terreur et de la peur panique, hein. Donc on voit comment ce système de pensée représenté par Zeus, il va engendrer donc des enfants et mentalisés par des idées avec Athéna qui génèrent et qui acceptent la guerre comme quelque chose de conséquent, de naturel et qui fait partie du bagage, hein. Donc ça c'est intéressant parce que quand on regarde des divinités qui sont issues directement de la terre-mère quand elle a un sens sacré, ils n'ont pas ces actions guerrières, ces actions de stratégie de la guerre. C'est pas du tout la même chose. Une déesse comme Artémis, par exemple, ce n'est pas une guerrière, hein. C'est une déesse qui va avoir un arc et qui va tuer, mais elle va tuer pour se défendre, pour protéger. Elle n'aura jamais une attitude de conquérante pour conquérir des territoires et prendre possession des territoires et non plus des humains. Donc cette histoire de guerre stratégique et conquérante, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ce système de pensée arrivé avec ces dieux de l'Olympe et donc l'arrivée du patriarcat. Zeus va avoir un ou deux trucs sympas dont je parle dans une vidéoconférence beaucoup plus détaillée, mais nous voyons que la majorité de ces effets sont tout à fait en lien avec des calamités dont nous subissons encore les conséquences. Nous comprenons aussi que nous pouvons choisir quel Dieu nous prions, quel Dieu nous servons. Et donc la question pourrait être, qu'allons-nous faire de tout cela?